Bonsoir, merci de nous être fidèles pour ce nouveau numéro de Débat 973. Ce soir, nous allons parler de la question de l'intégration des étrangers par le sport. Aujourd'hui, c'est une réalité que l'on ne peut contredire, mais tout n'est pas simple pour ces sportifs. Contraintes administratives, difficultés de déplacement et d'intégration sociale, autant d'obstacles à franchir. Reste que l'apport des étrangers dans ce domaine constitue un énorme potentiel à l'heure où notre jeunesse est de plus en plus sédentarisée. Pour en parler sur ce plateau, Catherine Cabel, éducatrice au club de l'ASC Caribe, club de quartier de Bonhomme à Cayenne, créé par un pasteur d'origine haïtienne qui œuvre à la lutte contre l'exclusion et une meilleure cohésion sociale selon la déclaration déposée en préfecture. Notre autre invité est le champion de boxe, Arnold Martinez, d'origine dominicaine. Arnold, vous êtes l'un des porte-drapeaux de la boxe guyanaise. Vous avez été champion anti-Guyane, champion du Nord Caraïbe. Vous avez gagné 2 fois la Coupe de France, en 2016 et en 2017. Et puis, 2 officiels de ligue. Tout d'abord, le président de la Ligue de volleyball, Marc-Olivier Anatole, et le secrétaire général de la Ligue de football, Antoine Nelson. Messieurs, vos associations ont des critères totalement opposés dans la gestion de la délivrance des licences. Nous allons voir tout cela avec vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Avant d'entamer le débat, je vous propose de mieux faire connaissance avec Arnold Martinez grâce à ce reportage tourné pour nous en 2015 par Stéphane Floricien. Quand la sonnerie de fin des cours retentit les mardis et les jeudis à 17h, les élèves du collège Justin Cataillé et leurs parents se ruent vers le préau. Tous veulent assister ou participer à un cours dans le ring gonflable pendant 1h30 avec Arnold Martinez et satisfaire leur fascination pour les gants de boxe. Je suis surveillant en même temps au collège. Donc, quand je suis venu au collège, puis ils ont vu mon CV, ils ont tout de suite accepté l'idée de faire une activité boxe. Raymond Mordisset, le principal de Cayenne 5, confesse avoir tout de suite vu, dans les cours d'Arnold, une opportunité de canaliser une violence latente chez ses collégiens. Découvert à 11 ans par Jacques Chinon lors d'une journée porte ouverte à Cayenne, Arnold sait ce qu'il doit à son entraîneur. L'idée même de faire une école de boxe, la première école de boxe c'est en Guyane, en tant que collège, ça vient de M. Chinon. M. Chinon qui a donné l'idée, on va faire ça, on va créer une école de boxe, puis voilà, c'est parti. Jacques Chinon, sextuple champion de France dans la catégorie reine des poids moyens, trouve les mots pour remotiver son poulain après une défaite au point contre le débutant français Fabien Navarro en novembre 2013 à Kourou. Chinon réussit à faire oublier à Martinez la décision des juges, lui redonne goût à la boxe et le convainc de devenir quelques mois plus tard surveillant éducateur au collège Cataillé. Quand je vois les élèves qui disent « Mais monsieur, parce que vous boxez ?» et donc je suis tout le temps avec eux. Donc ça me motive encore. Donc à chaque fois, j'ai envie de venir, de monter sur le ring pour leur montrer que voilà, je ne suis pas qu'un entraîneur pour eux, que j'ai aussi mon niveau, que je peux faire beaucoup de choses sur le ring aussi. En boxe propre, il n'y a pas d'issalé, les coups issalés là, on fait de la boxe propre. Pas de coups derrière la tête, ni derrière le dos, ni sur la ceinture. Alors Arnold, qu'est-ce qu'on ressent quand on se revoit 6 ans plus tôt? De la motivation, toujours. Et ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que après ce reportage-là, j'ai gagné beaucoup de respect par rapport aux jeunes, quel que soit le quartier. Hein. Je peux rentrer dans n'importe quel quartier et on sait me reconnaître. Donc ça me fait très plaisir et jusqu'à présent, je suis là, je continue. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette réussite sportive avec les titres que vous avez rapportés? Ça vous a ouvert des portes? Comment ça s'est passé? Ça m'a déjà donné un nom. Oui, par rapport à mon suis connu, on va dire, par toute la Guyane, et même les Antilles. Et ça m'a ouvert des portes, oui, parce que de surveillant au collège de Cataillé, je suis passé chef d'équipe des Frères de la Crique, médiateur et adjudant relais. Et voilà, et on continue. Ça a été compliqué au début? Parce que je rappelle, vous êtes arrivé, on le dit dans le reportage, vous êtes arrivé à l'âge de 11 ans ici, en Guyane, la boxe tout de suite. Ça a été compliqué à un moment donné dans votre vie, avant que vous soyez
au niveau où vous êtes arrivé? Non, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que je suis un chamboule. Hein. J'ai toujours été chamboule. Oui, vous jouez aussi au handball. Au rugby, j'ai tout fait. Donc, j'ai toujours été chamboule. Quand je suis arrivé, je me suis tout de suite intégré avec les gars. Même si je ne parlais pas français, j'allais jouer au foot sur le quartier de Bonhomme. Je tenais la balle, quand on m'a donné une passe, je tenais la balle. Je me rappelle de ça, je tenais la balle avec mes mains. Les gars me disaient que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et puis après, j'ai appris. Mais... Non, ça n'a pas été difficile. Je me suis tout de suite intégré. Et puis voilà, je remercie la Guyane pour ça. Vous avez été sélectionné en rugby à 7. Oui. Vous avez fait du handball, vous avez été champion et aussi capitaine de la GSE. Cette, comment dirais-je, cette qualité de pouvoir s'adapter à tous les milieux, c'est ça votre force? Oui, c'est ça ma force. Hein. Je sais m'adapter à tout. Donc comment dire ça, reculer, je ne sais pas le faire. Donc j'avance surtout. Il faut dire aussi que j'ai eu des bons éducateurs aussi. Donc quand j'arrivais, j'ai commencé le on peut dire en même temps que la boxe. J'ai toujours jonglé sur les deux. J'ai eu un bon éducateur, c'est M. Sébastien de la GSE. Il m'a appris beaucoup de choses. Sébastien, le président? Oui, le président de la GSE. Donc il m'a expliqué beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses. Et M. Chinon aussi, qui m'a tout de suite intégré à la boxe. Et donc ça se fait comme ça. Vous étiez un garçon difficile? Comment dire? Difficile de quelle manière? C'est vrai qu'à fois j'étais, comment dire, fougueux. Oui, vous étiez fougueux. Ouais, fougueux, oui. Que ça, sur le terrain, vous... C'est pas que j'étais fougueux, c'est que je ne fais pas les choses à moitié. Quand je suis, je donne tout à 100%. Il y a des défaites, des trucs comme ça, on peut pas, c'est difficile à accepter. C'est vrai que la tête part de temps en temps, mais grâce à Dieu, j'avais ma carte. Le regard des gens sur vous, quand vous êtes devenu champion, ça a changé? Oui, beaucoup. Hein. L'histoire des Dominicains. Ça c'est dit presque plus. Parce que pour beaucoup de personnes, je suis français, je suis guyanais, même moi je me considère. Parce que pour tout vous dire, j'arrive à l'âge de 11 ans, aujourd'hui j'ai 31, j'ai plus vécu ici que chez moi-même. Donc voilà, oui, ça a changé. Hein. Où en êtes-vous avec la boxe aujourd'hui? Ben, je tiens à vous dire que je boxe, après un an d'absence, je boxe en métropole le 1er mai. Déjà le nom de l'adversaire et tout. Donc ma carrière est plus lancée vers l'extérieur qu'ici en Guyane actuellement. Et je suis entraîneur du nouveau club, un nouveau club qui a été créé dans le quartier du village chinois. Comment il s'appelle comment? Le Boxing Club Phare de la Crique. D'accord. Donc FDC Boxing Club, je suis le coach. J'ai beaucoup de jeunes et voilà, j'essaye de les transmettre tout ce que je sais, tout ce que je continue à apprendre jusqu'à présent. Alors, je vais maintenant me retourner vers vous, Catherine Cabel. Je rappelle, hein, donc vous êtes éducatrice à l'ASC Caraïbes. Hein. Vous vous occupez particulièrement, vous êtes coach, il faut bien le dire, vous êtes entraîneur. Hein. Oui, on le dit bien, c'est rare. Mais vous vous occupez de garçons, des U17, hein, catégorie de moins de 17 ans. On sait que c'est pas une catégorie facile. C'est vrai, c'est assez particulier. Oui. Selon vous, le sport peut aider ces jeunes aujourd'hui? Moi, je suis convaincue que oui. C'est le fait d'être éducatrice, d'être sur les terrains deux fois par semaine, plus les matchs, ça montre, je vois la motivation des gamins. Parce qu'on les occupe, surtout, j'évolue sur le quartier de Bonhomme. Donc, on recueille les gamins de Pascaline, de Nova Park. Donc, c'est quelque chose d'important de les occuper, puisqu'on sait très bien que ça ne sera pas tous des champions. Par contre, le fait qu'ils jouent, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent une activité qu'ils aiment, qu'ils apprécient et qu'on leur inculque avec, bien entendu, c'est très important, des valeurs morales, ça fait quand même, parce qu'on est en construction à 15-16 ans. On construit des hommes. Donc c'est très important de leur donner cette motivation par le sport et de leur transmettre des valeurs. C'est ce qui a poussé votre président à créer ce club il y a déjà 5 ans, si je ne m'abuse. Oui, depuis 2015, ce club est créé. C'est vrai que le premier président, c'était M. Fauvert, Réginald. Après, M. Petchev, Reynolds, a pris le relais.
Ce club est en pleine structuration parce que la SC Caribe, bien entendu, comparativement aux autres clubs, c'est un club jeune, 6 ans à peine d'existence, mais il y a un gros travail de fait par les dirigeants de structuration pour arriver à justement mettre en place certains projets avec les gamins. Et voilà, on commence justement, on a toutes les catégories cette saison, on y est parvenu. Donc on commence vraiment à voir l'avenir au-delà de la crise sanitaire qui nous a tous freinés. Vous disiez que c'était une volonté d'occuper les jeunes, et votre président le confirmait en discutant. Ça a été une bouffée d'oxygène dans le quartier. Vous avez senti que ça a changé un peu le regard sur... Alors, faut le préciser pour nos téléspectateurs. Caribe a été formé par un pasteur haïtien et où il a eu, je dirais, l'avantage de réunir cette communauté haïtienne autour du ballon rond et de pousser. Non, c'est clair. Allez-y, développez. Oui, bien sûr. En fait, l'origine, comme il vous l'a si bien dit, M. Petchev, c'est qu'il a vu les gamins qui étaient un peu livrés à eux-mêmes sur les terrains et parfois en difficulté. Donc il les a réunis, il les a avec quelques amis, il les a encadrés et au fur et à mesure, il a vu de plus en plus de gamins venir. Et c'est pour ça que d'où l'origine de l'ASC Caribe. Et il a voulu mettre une structuration plus officielle pour mieux encadrer les gamins de manière réglementaire. Voilà. Dites-nous, Caribe, ça veut dire quoi, en fait? Caribe, ça veut dire quoi? Non, c'est une expression de haïtienne. Donc, voilà, je ne pourrais pas donner de signification précise d'ASC Caribe. Caribe. Un club ouvert à tout le monde, on le répète encore une fois. Je suis guyanaise et bien entendu, je suis coach de l'ASC Caribe. Donc, il n'y a aucun communautarisme dans ce club. Aucun. Après, c'est vrai qu'il y aura toujours des stigmatisations, toujours des a priori, mais justement, les dirigeants travaillent justement à changer, à casser cette image. Puisque Caribe se veut un club à vocation à recevoir vraiment tout le monde, toutes les communautés, toutes les composantes de la société guyanaise. Alors, je me tourne vers vous, Président Marc-Olivier Anatole. Vous êtes président donc, de la Ligue de volleyball. Pendant des années, cette ligue a accueilli une forte communauté brésilienne. Comment jugez-vous l'intégration de ces licenciés au sein de votre ligue, et en particulier cette communauté brésilienne aujourd'hui? En tout cas, la ligue de volley ne fait pas de distinction entre les personnes d'origine, que ce soit haïtienne, brésilienne ou peu importe. On accepte tout le monde. Et c'est vrai que le volleyball, déjà, pour les Brésiliens, c'est une pratique qui est très populaire. Le Brésil a été multiple champion olympique, que ce soit en beach, que ce soit en volleyball. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui est très prisée par les Brésiliens. Et sachant que sur notre territoire, on a beaucoup de Brésiliens, donc c'est tout à fait normal qu'au sein de la Ligue de Guyane de volleyball, que nous ayons dans nos licenciés beaucoup de Brésiliens ou d'étrangers. Aujourd'hui, un peu moins. Comment l'expliquer? Aujourd'hui, un peu moins, non, pas du tout. Non. On a vu quand même des clubs comme l'ASC Job qui dans le temps... C'est vrai qu'il y avait un club entre guillemets plus affinitaire ou communautaire, mais il y a toujours autant de Brésiliens ou d'autres nationalités dans les différents clubs. Pour vous, cette intégration, comment la jugez-vous justement au sein d'une discipline comme le volleyball, puisque on sait que le volleyball quand même, vous l'avez dit, on peut être sur le terrain, on peut être sur le beach, mais il faut venir en salle. C'est différent quand même par rapport au football. C'est-à-dire qu'on va venir plus facilement au football qu'au volleyball, non? Ah, donc en fait, oui. Donc là, vous parlez en fait des choix des pratiques. Après, encore une fois, ce sont des choix personnels, des choix aussi peut-être par habitus.
Par quartier, par affinité. Et encore une fois, vous avez pris l'exemple des Brésiliens, c'est un sport qui est très populaire, c'est dans leur culture. Donc forcément, football et volleyball, ça rime avec brésilien. Donc forcément, maintenant, après, au sein de la Ligue, nous avons donc de tout. Nous avons de tout, comme la Guyane est composée de tout. Donc le volleyball reflète la population en elle-même, la population guyanaise. Autant sinon plus que le football, monsieur le secrétaire général de la Ligue de football, Antoine Nelson? Oui, mais j'aurais plutôt tendance à dire que toutes les communautés qui se trouvent en Guyane jouent au football, jouent au football, pratiquent tous les sports. Je ne voudrais pas associer une communauté à un sport. À la Ligue de football, on retrouve toutes les communautés, toutes les personnes qui habitent la Guyane jouent au football. Vous, l'intégration réussie, l'intégration positive, c'est connu. Vous avez des exemples d'intégration comme ça qui réussit au niveau du football? Oui, j'en ai plusieurs. Vous savez, en 95, je me rappellerai toujours, j'étais dans un vestiaire. Donc c'était à l'époque où on ne pouvait aligner que 6 joueurs étrangers sur la feuille de match. Donc aujourd'hui, le nombre est illimité. Illimité, on peut aligner un nombre illimité de joueurs étrangers. Et on me dit, mais non, il y a trop de joueurs étrangers, donc je ne comprenais pas. Et puis aujourd'hui, les joueurs qui étaient étrangers, il y en a un qui, tous les deux, en fin de compte, sont tout simplement adjoints au sport dans des communes en Guyane. Voici un exemple d'intégration intéressante. Parmi les autres grandes intégrations, on peut parler de ceux qui jouent avec les Yanadoko, Hugues Rosimé qui est à Caraïbes, Jean Baumel, petit homme, qui est aussi sélectionné. Oui, tout à fait. Ça compte, ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce sont des personnes, des joueurs d'origine haïtienne qui ont demandé en fait leur nationalité française. Et c'est un exemple de réussite par le sport. Est-ce que la passion et la volonté de s'intégrer, et ça va de pair, on ne peut pas ne pas être passionné et vouloir s'intégrer? Oui, ça va de pair. Mais le sport, en général, en fait, il sert à ça, que ce soit le football, etc. Tout à l'heure, on a bien eu un exemple avec Arnold, le sport qui joue un rôle d'ascenseur social. Avec Caraïbes, tout à l'heure, je l'ai entendu, la cohésion sociale, un lien social. Lorsqu'on arrive quelque part, pour qu'on puisse s'intégrer, justement, en fait, le sport, ça sert à ça. Tout simplement. Les uns et les autres, vous le sentez pas, cette différence-là, on ne la sent pas finalement. Que l'on soit brésilien, haïtien, surinamais, une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on est dans la salle. On est ensemble. Il n'y a pas histoire de t'es dominicain, t'es haïtien, c'est une équipe. Moi qui joue à la GSE, on a fait de tout, on a toutes les nationalités, mais une fois qu'on était ensemble, on était tout ça GSE, quoi. On était tous les mêmes. Donc non, je n'ai jamais ressenti ça. Mais de toutes les manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, le reflet de notre société guyanaise, c'est justement cette pluriethnicité. Et les différentes cultures, les différentes personnes d'origine différentes cohabitent très bien ensemble. Je ne pense pas que sur notre territoire, nous avons des problèmes justement de clans. Non, on n'a pas ce genre de problème-là. Et le sport reflète parfaitement ce que l'on vit au quotidien. Donc, on a de tout. Et tout le monde joue avec tout le monde. Donc, à mon niveau, je ne vois pas de souci qu'on soit d'origine haïtienne, brésilienne, ou peu importe, dominicaine, qu'on puisse pratiquer. C'est le sport, ce sont des valeurs, justement, on développe toutes ces valeurs-là, d'intégration, d'acceptation, respect de l'autre, respect de l'adversaire, respect de ses coéquipiers. Donc ça fait partie des valeurs du sport, justement, cette intégration. Mais voilà, donc tout semble idyllique quand on évoque que l'intégration reste que si chez les jeunes, en tout cas, cela ne pose pas autant de problèmes. Une fois majeur, le sportif en tout cas peut rencontrer moult difficultés pour vivre sa passion.
Regardons cette interview de Albert Darnal, il est le président de l'Olympique de Cayenne qui doit prochainement se déplacer avec son équipe à Curaçao pour disputer la Coupe des champions amateurs de la Caraïbe. Un jeune qui s'adonne au sport 3-4 fois par semaine dans son club, qui a 12 ans quand il arrive, 11 ans, il ne sait même pas ce que ça veut dire illégalité. Et c'est la contradiction du droit français. On accepte qu'il aille à l'école, ce qui me paraît normal. On accepte qu'il bénéficie d'un certain nombre de choses dans la société, mais on lui refuse le droit de circuler. Ce droit qui pourrait lui permettre d'être un éminent personnage de notre société, parce qu'un jeune footballeur, par exemple, qui réussirait au plus haut niveau, il représenterait la Guyane quelque part. On dira qu'il a été formé en Guyane. J'ai plusieurs jeunes que j'ai depuis tout petit, qui sont aujourd'hui U15 et qui sont excellents. Bon, je ne pèse pas mes mots quand je dis excellents. Je pourrais même dire plus qu'excellents, qui ont joué en sélection, qui ont été surclassés en sélection. Et ces jeunes-là ne peuvent toujours pas bénéficier d'une carte de séjour. Antoine Nelson, voici un dossier récurrent que vous gérez souvent, et en particulier avec les sélections, que ce soit de jeunes ou adultes. Tout à fait, tout à fait. Mais ceci, en fait, n'est pas que dans le sport. Quelqu'un qui est arrivé très jeune en Guyane, qui a fait toute sa scolarité en Guyane, et puis en fait à sa majorité, lorsqu'il veut partir faire ses études en France, et ben en fait il n'a pas sa carte de séjour, il a des problèmes. Et en fin de compte, c'est pareil dans le sport. On rencontre ce problème. Donc ce n'est pas qu'au football en fait, hein, et que dans le sport. En fait, c'est dans le système dans lequel où on vit, qui n'est pas adapté à la situation guyanaise. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on laisse les étrangers, en fin de compte, de rentrer en Guyane, et puis de faire leur vie en Guyane, et puis lorsqu'ils veulent aller plus loin, ben, en fait, compte, ils sont bloqués. Non, en fait, compte, c'est le système qui n'est pas adapté à notre situation. Alors justement, quand on parle de système, le football également, à l'heure actuelle, a un système qui permet d'accueillir tout individu, oui, sans demander s'il a ou pas le droit de circuler sur le territoire. Est-ce qu'il est en situation légale sur le territoire? Ça, vous ne vous en occupez pas, vous faites la licence. Oui, en fait, nous avons des dispositions réglementaires donc, de la FFF, et puis en fait, la Ligue de football les applique. Ben, tout simplement, hein, pour pouvoir faire une licence, il suffit de présenter un justificatif d'identité. Tout simplement, un justificatif d'identité, et avec cela, le joueur, en fin de compte, on arrive à le licencier. Puisque aujourd'hui, nous avons un logiciel qui s'appelle Foot 2000, et c'est à partir de ce logiciel que nous licencions donc les joueurs. Donc ça, c'est pour les joueurs. Par contre, un joueur majeur. Par contre, un joueur mineur qui est sur le territoire, s'il veut se licencier, bon, il faut qu'il présente un justificatif d'identité, le justificatif d'identité des parents, le lien de filiation avec les parents, et également un justificatif de domiciliation. En ce qui concerne les officiels, donc là c'est tout autre. Un officiel, par contre, qui a une mission, quand je parle d'officiel, je parle d'arbitre et de délégué, donc un officiel qui a une mission de service public, eh bien, il se doit d'avoir un titre de séjour pour pouvoir circuler sur le territoire. Nous allons revenir sur cette question justement. Alors, Président, je me tourne vers vous. Alors, on le disait, la Ligue de football, pas de contrôle particulier, pas d'exigence particulière quant à la légalité de circulation sur le territoire. Autrement dit, pas besoin de carte de séjour. Vous avez pris le sens contraire, c'est-à-dire que vous exigez justement ces cartes de séjour, alors que votre fédération, elle, ne l'exige pas. Pourquoi? Alors, effectivement, au niveau réglementaire fédéral, il n'est pas demandé à cette carte de séjour ou le titre de séjour. Alors, dans nos équipes,
dans le championnat, il y a beaucoup d'étrangers, effectivement. Et à une époque, il y avait une équipe qui était composée essentiellement de beaucoup d'étrangers. Donc vous l'avez cité, l'ASC Job, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que ça devenait problématique à un moment donné, puisque cette équipe-là, elle était souvent championne. Et qui dit champion dit déplacement. Et quand il y avait ces déplacements-là, forcément, ça pose problème. Parce que si les joueurs n'ont pas ce titre de séjour, ils ne peuvent pas voyager. Donc ça devenait problématique pour la représentativité donc, du territoire. Et donc c'est vrai que pour pallier ou pour anticiper tous ces problèmes justement de déplacement, la Ligue administrativement a fait le choix justement de demander ces titres de séjour pour être sûr que ce licencié puisse par la suite évoluer librement avec son équipe, que ce soit en championnat régulier ou même après s'il faut faire des déplacements. Car souvent nos équipes ont des échanges, que ce soit avec le Suriname, même avec le Brésil, ou même partir sur des championnats anti-Guyane ou en métropole. Donc c'est vrai qu'un joueur licencié qui a déjà les papiers ne pose pas de problème. Et donc forcément, la représentativité serait optimum et non pas justement une équipe restreinte avec une moitié qui ne puisse pas se déplacer. Donc c'est vrai que c'est un choix administratif que l'on a fait pour protéger nos équipes, protéger nos joueurs. Mais c'est vrai que réglementairement, au niveau fédéral, on demande juste donc la pièce d'identité. Je parle pour les adultes, pour les seniors. La pièce d'identité, le certificat médical et une photo. Voilà, là, ce qu'on demande. Maintenant, pour les jeunes, c'est comme pour la Ligue de football, c'est pareil. Les jeunes n'ont pas un statut d'étranger tant qu'ils sont mineurs. Ils ont un statut d'assimilé français. Donc pareil, on demande pas autant de papiers que le football. Pareil, c'est juste donc la pièce d'identité, certificat médical. Voilà. Mais tout cela vous limite en termes de licenciés? Alors, nous limite, non, puisque on a très peu de demandes non recevables. Pour la plupart, ils ont tous les papiers. Oui, mais malgré tout, vous avez perdu un club, vous avez des gens qui ont peut-être reculé face à l'exigence. On a perdu un club, donc si on parle de l'ASC Job, non, puisque on a perdu un club, on a perdu en fait des dirigeants. À l'époque, c'est Francisco qui dirigeait ce club. C'est vrai que Francisco s'est retiré du volley. C'était une génération aussi vieillissante. Donc, pour la plupart, ils ont arrêté de jouer au volley. Et il n'y a pas eu cette continuité, peut-être avec des jeunes. Et pour la plupart, ils se sont réorientés vers d'autres clubs. On vous en a pas voulu un petit peu de casser un petit peu cette qualité en imposant cette règle qui n'est pas imposée au niveau national? Alors non, puisque dès l'ASC Job, il y avait toujours eu ces démarches administratives, donc ça remonte à plus de 8 ans. Donc déjà depuis plus de 8 ans, il y a cette démarche administrative qui est mise en place. Et ça ne pose pas forcément problème, puisque les clubs et les équipes font en sorte que les joueurs ont leur papier. En tout cas, pas forcément la carte de séjour, mais même la démarche administrative, donc la demande d'un récépissé. En fait, on accepte déjà la demande de récépissé, pas forcément la carte de séjour. Pas forcément la carte de séjour, mais il faut déjà prouver qu'on a fait la démarche. La démarche, voilà. Catherine Cabel, si la Ligue de football, la Fédération française de football, c'est pas simplement la Ligue de football, n'avait pas ce dispositif d'accepter tous les ressortissants, qu'ils soient sans vérifier si oui ou non ils avaient le droit d'être sur le territoire, Caribe aurait eu du mal à vivre, à exister? Non, sincèrement, je ne pense pas, puisque c'est un engouement populaire, comme j'ai expliqué, et le président Petchev a expliqué la démarche, l'origine de la création du club. C'est vrai que il faut le reconnaître. On a beaucoup de jeunes, étrangers. Il y a pas de souci là-dessus. Mais on est quand même au sein de quartiers populaires qui demandent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je refuse encore des enfants. Par contrainte du nombre, puisque je ne peux pas prendre 40 enfants sur une moitié de terrain, puisqu'on se partageait le terrain. Donc, il y aurait quand même eu cet engouement, parce que tout est une question de stratégie, de
de projets mis en place, d'attractivité. L'attractivité de Carib, de la SC Carib, elle existe. Donc peut-être que le public aurait été légèrement différent, mais il y aurait quand même, Carib aurait quand même existé. C'était quoi le projet? Vous parlez beaucoup de ce projet. Donnez-nous les grandes lignes de ce projet, justement. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai expliqué, à l'heure actuelle, le club, c'est un club jeune, en pleine structuration. Il y a des projets qui ont été mis en place. Par exemple, et que ça a été freiné à cause du Covid, il y avait la création d'une section féminine I7 I8 qui avait été validée. Les démarches avaient été faites auprès de la Ligue de football de la Guyane. Mais voilà, je devais être la responsable de cette section. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de créer là, à l'heure actuelle cette section. Au niveau également, la projection, le projet sportif de Carib, il est clair. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail de recrutement. On en a beaucoup parlé, peut-être trop. Avec des ambitions de monter en R1, bien faut sûr, le dire. Mais c'est clair. Les ambitions sportives sont là. Après, on se donne les moyens d'y arriver de manière constructive. C'est surtout ça. La construction, la cohésion. Donc voilà, le projet sportif, il est d'abord de la montée en R1 avec l'apport de joueurs, la création de la section U19 cette année. Donc nous structurons le club. Et c'est la demande de formation pour nos encadrants, puisque je suis convaincue qu'un éducateur formé est mieux capable d'encadrer un jeune. Ça, je peux en témoigner. Alors, reste quand même un cas, et en particulier celui de notre invité, Arnold Martinez. Vous, c'est autre chose, parce que depuis 2016, vous demandez votre naturalisation, que vous n'avez toujours pas obtenue. Racontez-nous un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que j'ai tout fait pour, que ce soit sportivement ou même au niveau de l'intégration et tout, pour l'obtenir. Pas que pour moi, hein, que pour toute la Guyane, parce que après mon titre de la Coupe de France remportée en 2016, j'étais classé tout de suite numéro 1, donc j'ai fait 2017-2018 classé numéro 1, où j'ai eu des propositions pour faire le titre, pour disputer le titre de championnat de France, par un gros promoteur qui s'appelle Jacques Patrac. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le disputer, parce que pour disputer le titre de championnat de France, même si tu es classé, tu peux être classé en tant qu'étranger, mais pour le disputer, il faut être français. Donc jusqu'à présent, ça me poursuit. Et le temps passe. Le temps passe, même si pour moi, il n'est jamais trop tard, mais le temps passe. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant? On avait déposé un premier dossier. Ce qui s'est passé, il a disparu. Après ça, on a déposé un deuxième dossier. Il manquait des papiers. Ils m'ont dit que, ce temps-là, j'étais surveillant au collège de Saint-Cataillé, mais j'avais un contrat CEI, donc il n'y avait pas ça. En fait, là, ils demandaient le SMIC. Parce qu'apparemment, quand tu passes de jeune, ils m'ont traité mon dossier comme si j'étais arrivé tout grand, quoi. Donc, il me fallait des fiches de paye assez chargées. Et voilà, c'est ce qui a eu le refus. Donc, j'ai dû attendre 2 ans. On a redéposé un autre dossier. Mais à chaque fois qu'on dépose, il manque toujours un document. Et chaque mois qui passe, donc il faut d'autres documents à ramener. Donc, je ne sais pas, là, il me manque quoi. Il m'a demandé des fiches de paie de 2017. Et puis, je ne sais pas quoi, je me rappelle même plus. Vous parvenez à vous déplacer sans problème quand il s'agit d'aller disputer je peux rien dire. Vos matchs? Ouais, je peux aller, même si je n'ai pas ma carte de séjour, c'est fini. Ils arrivent à me donner des laissez-passer. Donc, j'arrive à disputer mes matchs et revenir tranquillement. Il y a un seul où ça m'a beaucoup touché, c'est un combat. Ce temps-là, j'étais avec M. Chino, un combat on nous avait proposé de faire un combat en Irlande. Voilà, on est parti sur Paris et tout.
quand on va pour prendre l'avion pour aller en Irlande, ben, on a été recalé parce qu'apparemment, la République dominicaine n'est pas dans le Schengen, je ne sais pas comment on dit ça. Et donc j'étais sorti de l'avion, j'avais une bonne préparation. Ici, on est parti, on a fait 15 jours métropole. Et à cause de ça, à cause de la naturalisation, je n'ai pas pu partir là-bas. Et ça allait être un combat d'une soirée qui allait m'ouvrir peut-être des portes mondiales ou même européennes. Donc ça m'a fait beaucoup de mal, mais comme d'habitude, j'ai réussi à se passer tout ça. Et ben, la France et la Guyane attendent ma naturalisation pour pouvoir disputer le titre. Et je sais que je le peux. Ce qui me fait mal, c'est que je sais que je peux remporter le titre. Donc. Il y avait eu des promesses, normalement. Vous avez appuyé à droite, à gauche. Oui, mais c'est des promesses. Ça, c'est resté là. Madame le maire, c'est Marie-Laure, essayait de faire ce qu'elle pouvait, mais voilà, ça, les promesses, ça. J'ai eu beaucoup de promesses de tout part, partout, mais c'est qu'après le combat, après on ne connaît plus. Vous, en règle générale, vous connaissez ce genre de problème, les uns et les autres? Non. Mais la question que j'ai envie de poser à Arnold, mais est-ce qu'il a fait intervenir la Fédération française de boxe? Ben... Est-ce que la Fédération française de boxe... Je sais que le comité régional avait fait une lettre en disant... Ben, ils ont fait juste une lettre. Hein. Après, il faut dire aussi que j'ai pas eu... J'ai délivré tout seul à faire ça. C'est certes... Pas de soutien? Non, très peu. J'ai juste une lettre de comité en disant que voilà, c'est un boxeur qui est rentré, qui c'est un bon boxeur qui peut faire quelque chose de bon, mais voilà, sans plus. Hein, j'ai pas eu d'appui concret pour pouvoir. Parce que moi, j'aurais aimé, c'était mon rêve, ça de passer. Je connais d'autres copains à moi qui sont dans d'autres pays qui ont réussi à avoir la naturalisation, représenter champion par la voie du sport. Avoir la naturalisation en tant que parce que je travaille, c'est minime. Je voulais l'avoir parce que Arnold Martinez est arrivé en Guyane, il s'est mis dans le sport, il a fait champion, il a été champion par la voie du sport. Carrément, pour tout finir. C'est mon rêve jusqu'à présent et je veux continuer, je veux pas. Je baisse pas la barre. Je peux rebondir par rapport à ce que M. Nelson a dit. C'est vrai qu'un appui de la fédération pourrait beaucoup débloquer la situation. Débloquer la situation. Oui, je le pense. Pourquoi? Parce que ça soit les fédérations courent forcément derrière des titres. Donc s'ils voient un joueur l'opportunité de gagner un titre, que ce soit européen, mondial, ils vont faire en sorte de... Et au niveau international, on a des exemples. Hein. Moi, je me rappelle d'un joueur, Rio Mavuba, première sélection en équipe de France. Il n'était pas français. Hein. En fait, ils se sont dépêchés, la fédération s'est dépêchée de faire est intervenue auprès du ministère pour pouvoir faire ses papiers, pour qu'il soit français et pour qu'il puisse jouer en équipe de France. Alors, j'aimerais revenir sur un cas particulier quand même. On parle d'intégration, on parle de comment dirais-je, gestion administrative. Je vais revenir vers vous, Antoine Nelson, en tant que secrétaire général de la Ligue de football. Vous avez dû quand même, au sein de votre ligue, faire un peu le ménage parce que vous aviez pas mal d'arbitres et de délégués, vous le disiez tout à l'heure en introduction, qui n'ont pas pu fournir de documents certifiant leur situation légale sur le territoire. Et ça vous a porté un sacré coup. C'est au mois de janvier que vous avez pris cette décision. Oui, tout à fait. Pourquoi ? On avait été interpellés donc, depuis le mois d'octobre donc, sur cette situation. Donc c'était tout simplement une jurisprudence qui date de 2012, hein, où une ligue interroge qui interroge le service juridique de la fédération sur les demandes de licence d'arbitres qui n'ont pas de titre de séjour. Donc c'est une ligue de France, hein, métropolitaine. Donc, lorsque nous avons vu cette décision, eh bien, le comité directeur a décidé tout simplement de demander à tous ces arbitres d'origine étrangère, donc qui sont sur le territoire, eh bien, de fournir un titre de séjour.
Et tous ceux qui ne pouvaient pas fournir ce titre de séjour, eh bien, en fin de compte, on leur retirait leur licence. Donc, c'est ce qui a été fait. Et en fait, ça nous a quand même causé un préjudice, puisque, en fin de compte, au niveau donc, du nombre d'arbitres, eh bien, en fait, ce nombre a considérablement diminué. Vous avez perdu 25% de vos effectifs, en gros. Oui, tout à fait. Dans un domaine où il est bien difficile de recruter, d'ailleurs. Mais non, il faut former. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même une section excellence d'arbitrage au collège Rébert Néron, où nous formons des jeunes arbitres. Mais comme je l'ai dit précédemment, être arbitre, c'est avoir une mission de service public. Donc et à ce titre, on ne peut pas être en situation illégale sur le territoire. Mais en ce qui concerne la Ligue de football, jusqu'à présent, en fait, dès que quelqu'un voulait servir la discipline, voulait jouer au football, voulait officier, en fin de compte, on acceptait. Tout simplement. Ça vous arrangeait, quoi. Oui, non, tout simplement parce que ce sont les directives nationales. Et là-dessus, en fait, on ne peut pas tricher, puisqu'en fait, c'est un logiciel. Et le logiciel nous demande de fournir un tel document, le titre de séjour, la carte d'identité, et c'est suffisant. Mais par contre, pour les arbitres, c'est pas possible. Très bien. Madame, messieurs, donc je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin dans cette émission. Vous l'avez dit, beaucoup de sportifs étrangers se sont intégrés et ont réussi. Le sport est une vraie orientation pour notre jeunesse et globalement pour tous les jeunes de la planète, faut bien le reconnaître. Je vous propose d'écouter cette interview accordée par un jeune sportif d'origine haïtienne arrivé en Guyane suite à une proposition émanant d'ici. Pour y pratiquer le football, on lui a fait croire qu'il pourrait assouvir son rêve de footballeur professionnel chez nous. Regardez. Il y a un monde qui relève nous, il dit la Guyane. Depuis quand je joue au football, on a venu plein de possibilités. On a mis à l'école, il faut jouer, et mes logements, tout ça pas sous contour. C'est ça que fait. La famille m'a décidé d'aller faire expérience en Guyane. Et malheureusement, c'est le contraire. Mais si ils m'ont arrivé dans tout le parcours, je connais que c'est amateur. C'est pas plusieurs pays pour m'arriver en Guyane. Et Suriname, j'ai cassé pour m'arriver en Guyane. Mais je fais un peu de temps en route aussi pour m'arriver en Guyane. Avec souliers football, on va dire. Pour moi, devenu jouer football. Quand je suis venu dans le club, ils sont venus, ils ont fait proposition, et puis le club a refusé des propositions de logement, paiement, tout ça, pas de gain. Compréhension par nous, on dépensé si Haïti a fait comme ça, au moins la Guyane. Même si on n'a pas des millions, des gros argent, mais quand même, il y a des démarches, des cafés. On paye ou pas jouer au football comme ça. Ouais. C'est les monjénimes qui apprennent à jouer au football plus pour plaisir. Voilà, depuis, précisons quand même que ce jeune est reparti auprès de sa famille en Haïti. Alors, Catherine, vous qui encadrez des jeunes, des envies de ce type, vous devez en entendre tous les jours. C'est quand même désolant d'entendre ce témoignage, puisque c'est vrai que peut-être que certains vendent l'Eldorado, mais il faut savoir la Guyane, on est dans des championnats amateurs. Donc j'ai entendu parler de rémunération, de logement, vraiment on est loin de la réalité guyanaise. Pour parler plus concrètement de la SC Caraïbes, ma catégorie, c'est vrai que j'ai des jeunes qui arrivent, qui ne sont pas scolarisés, qui jouent au football, qui prétendent avoir un certain niveau, certaines compétences, mais après, sur le terrain, la réalité est tout autre. Donc, on vend du rêve, c'est vrai, on vend du rêve. Je suis confrontée à certaines réalités. C'est pas facile d'entendre des gamins vous dire oui, voilà, ils veulent aller à l'école, ils sont pas scolarisés, ils sont vraiment motivés. C'est pas facile non plus d'entendre les gamins dire voilà, s'ils arrivent à trouver
une école, ils préfèrent laisser le football parce que pour eux, vraiment, c'est une opportunité. Ils saisissent vraiment la réalité, leur chance. Et c'est vrai qu'en tant qu'éducatrice de garçons, et j'ai quelques jeunes filles aussi, de 15-16 ans, vraiment, il y a vraiment une désillusion des gamins qui arrivent sur le territoire et qui voient que c'est pas aussi facile que ça, finalement. Il y a un vrai rêve de votre côté aussi, ça existe, ça? Je n'ai pas d'expérience sur ça pour en découdre, mais je peux comprendre cet état d'esprit, puisque, en tout cas, là, c'est un cas d'un jeune haïtien. C'est vrai qu'ils ont une représentativité du territoire, comme l'Eldorado, où tout est bon, il y a une meilleure opportunité, parce que la vie qu'ils ont en Haïti, elle est très difficile. Donc forcément, pour eux, la Guyane, c'est une occasion rêvée de changer de vie et de pouvoir pratiquer différemment, vivre autrement, et peut-être même aider les autres aussi qui sont là-bas, parce qu'il y a aussi cette pensée-là, partir pour aider. Arnold, dans les salles, il y a de plus en plus... Quelle est la proportion finalement? Parce qu'on peut penser qu'il y a plus d'étrangers que de Guyanais, mais quelle est la proportion aujourd'hui dans les salles? Je ne sais pas pour les autres sports, mais en boxe, c'est ça. C'est beaucoup d'étrangers, beaucoup même, plus de 90% que de local. Mais... C'est pour l'intégration, c'est pour le rêve, c'est pour devenir le pro qui va gagner? Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est même pas... C'est plutôt le rêve. Tout le monde fait être un jacobin, tout le monde... C'est ça aussi, parce que pour ça, nous, en tant que coach, jeune coach ou de génération, il faut, quand on sent que les jeunes voient comme ça ou comme ça, il faut tout de suite essayer de les mettre sur place et pas les vendre des rêves, tu vois. Parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ils se vendent des rêves, mais une fois sur le terrain ou sur le ring... La réalité est différente. Voilà, la réalité est différente. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, de mon côté... Comment dire ça? Il faut travailler, il faut se donner à fond pour pouvoir en rêver. C'est tout. Aujourd'hui, madame, messieurs, c'est une réalité aussi. On voit beaucoup moins de Guyanais, de jeunes Guyanais s'accrocher au sport, se donner pour le sport. La proportion est en train de changer? Non, pas du tout, non. Quelle que soit aujourd'hui, quelle que soit la discipline sportive en Guyane, elle explose au niveau du nombre de licenciés. Moi, j'ai vu à la Ligue de football de Guyane, on le voit bien, avec la crise, la pandémie Covid, donc nous avons diminué considérablement nos effectifs, mais je suis persuadé en Guyane, avec une jeunesse, une importante jeunesse au niveau des statistiques, on le voit bien. Donc quelle que soit la discipline sportive, en fait, compte, il y a un nombre de licenciés considérable, et quelle que soit en fin de compte l'ethnie, on ne peut pas dire non. Quel que soit le jeune qui est en Guyane, en fait, il veut faire du sport. Et il ne faut pas oublier que le sport, c'est tout simplement toutes les valeurs citoyennes, les valeurs éducatives qui l'amènent. Donc c'est normal que le jeune puisse faire du sport. Si vous permettez, je vais même rajouter, parce que en tant que coach, j'ai très mal vécu cette période de crise sanitaire sans football, sans entraînement pour les jeunes. Parce que pour être coach de gamins de quartiers sensibles, difficiles, j'étais vraiment... c'était très difficile pour moi quand je vois mes gamins m'envoyer des messages. Coach, je ne fais rien, parce que la difficulté pour certains jeunes étrangers qui débarquent, qui ne vont pas à l'école, qui ne travaillent pas, qui ne jouent pas, c'est la déshérence. Et le sport les occupe. Vraiment, les gamins, quand ils sont sur le terrain 3 fois par semaine, 2 heures, ils sont bien fatigués, parce que moi, je les fatigue bien. Et quand ça, je peux le dire. Et après les matchs, ils ont quand même un but. Et
rester des mois sans sport, j'ai vraiment eu peur que mes gamins fassent autre chose parce que c'est pas évident, parce que quand vous n'allez pas à l'école, eux, ils connaissent l'importance de la scolarité. C'est quand peut-être qu'on n'a pas les choses qu'on voit leur importance. Donc il faut vraiment offrir, comme le disait M. Nelson, la possibilité aux jeunes avec tous nos partenaires, que ce soit les mairies, que ce soit la collectivité territoriale. Il faut donner la possibilité aux gamins d'évoluer dans le sport qu'ils aiment, et n'importe quel sport. Et juste pour revenir sur le jeune d'origine haïtienne là, qui voulait venir en Guyane, mais pour qu'il puisse rentrer dans le giron du football fédéral, donc être licencié dans un club, il doit demander, enfin le club doit faire une demande de transfert international, d'accord ? Ou sans ça, en fin de compte, il ne peut pas être licencié. Alors quand je dis une demande non, il est d'origine étrangère, donc il vient de l'extérieur. Donc le club qui fait Monsieur Nelson, vous savez comme moi-même que beaucoup d'étrangers ont été licenciés en Guyane sans qu'on tienne compte, personne ne vérifie. On doit faire une demande de transfert international. Ça veut dire, on interroge. S'il est licencié. On interroge donc la fédération haïtienne, et à ce moment-là, en fin de compte, on attend la réponse. En tout cas, c'est ce qui devait être fait. Ça n'a pas été fait. Je tiens à vous remercier. Vraiment, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été aussi, je dirais, intéressant dans vos propos. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir accompagnés au cours de ce débat 973. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur Guyane la Première. Mardi prochain, le débat 973 revient avec un nouveau thème. Excellente soirée à vous. Au revoir.